We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Welcome home, Columbia. Beautiful, beautiful. That was definitely an e-ticket. Roger, 0G, and I feel fine. I feel the liftoff. The clock has started. Et bonjour et bienvenue sur Touchdown, épisode 3. Et comme à l'accoutumée, on va encore changer de formule. Et oui, c'est encore un podcast qui se cherche, un podcast qui espère se trouver assez rapidement quand même. Dans l'épisode 1, on avait essayé de faire un format avec des petits sujets courts et un long sujet. En l'occurrence, c'était aldostérone et le complotisme, la méthode complotiste. On a eu l'épisode 2 où on a complètement changé de format, puisque là, on est carrément parti sur une interview complète d'1h24 donc de Hugo Lisoire. Et dans cet épisode 3, j'avais prévu de revenir à la formule initiale, c'est-à-dire des petites news très rapides et un grand sujet. Et au final, l'actualité m'a rattrapé. L'actualité m'a complètement rattrapé parce que même il y a 4 jours, je m'étais dit, ce podcast, on va le faire purement aéro. On va même mettre le décor aéronautique derrière. Ça va être vraiment que de l'aéro. Et il se trouve qu'on a eu des news spatiales. Et c'est des news tellement importantes que je ne pouvais pas ne pas en parler. Et donc, au final, ce sera beaucoup de spatial et un peu d'aéro, au final. Donc, j'espère que ça vous plaira. On va d'abord commencer avec, c'est une habitude maintenant, les retours des dernières vidéos, en l'occurrence de la dernière vidéo, puisqu'il n'y a qu'une seule vidéo qui est sortie depuis le dernier podcast, et c'est la fameuse vidéo sur le DCX. Alors, je m'attendais à ce qu'il y ait des commentaires négatifs de la part de fans de SpaceX, que ça parte à ce point-là et avec une telle violence, non, clairement pas, notamment sur les réseaux sociaux, notamment sur un certain réseau social appartenant à un certain mec en charge de SpaceX. Sur ce réseau social, notamment, il y a eu beaucoup de mauvais mots, notamment des ingénieurs, eux, qui se sont pris, qui m'ont pris en grippe, quoi. Qui m'ont pris en grippe. Qui, je cite, me reprochait de ne pas parler de SpaceX, sauf si c'est pour vouloir remplir mon frigo. Alors, évidemment, toutes ces insultes, toutes ces attaques que je peux recevoir, ces menaces de violence physique ou même menaces de mort, hein, oui, c'est arrivé de la part de fans de SpaceX, que je peux recevoir, vous inquiétez pas, ça me touche pas du tout. Vraiment pas du tout. Par contre, je les archive, parce qu'on sait jamais, ça peut servir. J'ai déjà porté plainte contre X une fois, je suis pas à l'abri de le faire une deuxième fois. Je voudrais juste leur adresser un petit message. Alors, je sais que la plupart des gens qui écoutent ce podcast ne font pas partie de cette communauté-là, mais au pire, si vous en connaissez qui sont comme ça et qui m'ont déjà attaqué, n'hésitez pas à leur envoyer au pire. Voilà, ça leur fera un petit message. Donc, prenez juste ce petit extrait, retenez-le bien, parce que je ne le répéterai pas, et c'est quelque chose que j'essaye de préciser de plus en plus, parce que j'ai l'impression que voilà, il s'agit on m'attaque sur mon honneur quand même la plupart du temps. Donc je vais remettre les choses au point une fois pour toutes, comme ça au moins ce sera fait. Désolé d'être un petit peu énervé ce soir, mais bon. On fait le point. Définitivement, une fois pour toutes, c'est marqué dans les statuts de l'entreprise Stardust Prod, elle s'appelle comme ça l'entreprise, en Haute-Savoie. Dans les statuts de l'entreprise, et c'est la dernière assemblée générale qui a été tenue il y a 1 an maintenant, je ne suis pas autorisé à me payer le moindre revenu ou dividende venant de la société jusqu'en mai 2025. Mai 2025. Pourquoi mai 2025 ? C'est parce que actuellement je suis au chômage, donc je vis de Pôle emploi, ce qui est très bien, je m'en plains pas du tout. Et forcément, les revenus de la société vont actuellement dans la société, dans la production de vidéos, et je ne me tire aucun salaire ni aucun revenu, quel qu'il soit, des vidéos. Vous faites un don sur Twitch, vous faites un don sur Patreon, sur Ko-fi, ou n'importe quoi, vous utilisez YouTube Premium pour regarder mes vidéos, ou quoi que ce soit, ou même une sponsor, etc. Je ne touche pas un seul centime de tout cela. Voilà. Donc, me reprocher de parler de SpaceX pour remplir mon frigo, pour le coup, ça marche pas trop. Voilà.
Aussi, on peut me dire, oui, mais tu parles de SpaceX pour faire des vues. Si je voulais faire des vues avec SpaceX, je parlerais en bien de SpaceX. Je couvrirais le lancement de Starship et je couvrirais les lancements de Starlink. J'ai calculé que, grosso modo, un lancement de Starship, avec mon nombre d'abonnés actuel, donc il faut imaginer qu'en fait j'en aurais beaucoup plus si j'étais pro SpaceX, ça me rapporterait dans les 500 € par live. Par live. Il y en a déjà eu 2 dans les 2 derniers mois. Voilà. C'est de l'argent que je ne touche pas actuellement. Voilà. C'est de l'argent qui ne va pas dans l'entreprise parce que j'ai décidé en conscience que ma conscience n'acceptait pas en fait de parler du Starship, de parler du Starlink, de parler des méga constellations en général, hein, même d'Amazon, hein, de Kuiper, de tout ce qui est tourisme spatial, que ce soit Blue Origin, Virgin Galactic, même si Virgin Galactic on entend moins parler, Polaris Dawn, j'en ai pas parlé. Voilà, il y a des sujets dont je ne veux pas parler par conscience personnelle, parce que c'est des sujets que je pense qu'ils ne devraient pas avoir autant de hype et de popularité qu'ils ont actuellement en défaveur en fait d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes, qui ont plus de valeur en fait, voire même qui ont moins de dégâts au long terme, que ce soit sur l'environnement, que ce soit sur les méthodes de travail, que ce soit sur plein de choses. Voilà. Encore une fois, ce sont mes convictions personnelles. Les sujets que je traite sur la chaîne, évidemment, qui sont à mon image, puisque je suis tout seul ici. Donc, c'est moi qui dois décider des sujets et de comment les traiter. C'est moi qui écris mes scripts. Hein. J'ai pas quelqu'un pour les écrire. Donc, forcément, ils sont à mon image. Donc, forcément, il y a des sujets dont je ne veux pas parler. Et c'est pareil sur l'aviation. Sur l'aviation, vous ne me verrez jamais accepter un chèque de Dassault pour parler des jets privés. Et le truc, c'est que Dassault, ils veulent uniquement communiquer sur les jets privés. Mais moi, je ne veux pas parler des jets privés. Je suis absolument contre l'aviation d'affaires. C'est quelque chose qui me débecte au plus haut point, en fait. Donc voilà, il y a des sujets comme ça que je ne peux pas, en fait, traiter parce que je n'ai pas envie, en fait. J'ai envie de parler de choses qui me drive, en fait. Ça peut être des sondes, ça peut être des programmes habités, certains programmes habités historiques, ça peut être en aviation, ça peut être, je sais pas, l'histoire d'un escadron de chasse, tu vois, ça peut être plein de choses. Mais voilà, Starship, Starlink, Kuiper, OneWeb, Polaris Dawn, Axiom, etc. Tout ça, pour moi, c'est poubelle. Mais encore une fois, ces choses-là ne me regardent que moi, dans le sens où je ne vais jamais vous dire « Ah, il faut que vous arrêtiez de suivre le Starship, il faut que vous arrêtiez d'utiliser Starlink, il faut que vous arrêtiez de... » Moi, je ne suis pas là pour vous interdire les choses. Si vous voulez suivre les lancements de Starship, vous avez une dizaine de chaînes en français qui le font à chaque lancement. Sans parler des Starlink, eux aussi sont suivis sur quasiment chaque lancement en français. Voilà, vous n'avez pas besoin de moi. Je pense que la plus grande chose qu'on ait eue ces dernières années dans le YouTube spatial français, c'est le nombre de chaînes qui ont ouvert et qui, du coup, ne sont pas concurrentes, mais se complètent. C'est-à-dire que je ne suis même pas obligé d'en parler. Si j'en parle pas, il y en a d'autres qui le font. C'est très bien comme ça. Voilà. Donc, ce message continue toujours pour les pros SpaceX. Encore une fois, faites ce que vous voulez. Voilà, moi, je vous interdis rien. Mais arrêtez d'attaquer mon honneur. Voilà. Arrêtez de raconter des choses sur moi, comme quoi, voilà, je fais ça pour remplir mon frigo, je fais ça pour les vues, je fais ça pour l'argent. Je ne fais pas ça pour les vues, ni pour l'argent. Si je faisais ça pour les vues ou pour l'argent, ça se verrait bien plus. Et en fait, c'est assez symptomatique. C'est vraiment, là, après plusieurs années comme ça, j'ai commencé à comprendre un peu comment ça fonctionnait. Et j'ai remarqué que, je pense que ça va peut-être pas vous surprendre, j'imagine, que des dizaines de milliers, en fait, d'attaques, d'insultes que j'ai reçues de la part de gens par rapport à des vidéos que j'avais faites, la majorité, non, même pas la majorité, la totalité, c'était des gens qui défendaient SpaceX. C'est-à-dire que je peux faire une vidéo qui tape sur Boeing, je peux faire une vidéo qui tape sur Blue Origin, je peux faire une vidéo qui tape sur Virgin Galactic, sur OneWeb ou Kuiper.
J'aurais personne pour me dire le contraire. Ou même la SLS, j'aurais personne qui viendra les défendre. Par contre, je dis une phrase sur SpaceX, et là, c'est fini. Là c'est fini. Là, c'est torrent d'insultes. Est-ce que c'est symptomatique? Est-ce que ça montre pas un problème plus général sur la communauté? Je dis pas toute la communauté des pros SpaceX. Vous pouvez aimer SpaceX et ne pas être ultra toxique, tu vois. Mais est-ce que ça révèle pas un pan de quelque chose qu'il y a dans la culture SpaceX? Peut-être. Je suis pas sociologue. Encore que s'il y a des gens qui sont vraiment sociologues, qui veulent faire une thèse ou j'en sais rien en sociologie, je serais ravi ou en psychologie, je serais ravi de vous laisser mes commentaires et de voir un petit peu ce qu'on peut tirer scientifiquement d'un tel flot de paroles. Mais en tout cas, voilà, j'ai jamais eu une personne qui est venue défendre Blue Origin. Pourtant, j'ai tapé sur eux. J'ai jamais eu personne qui est venu défendre Richard Branson. Pourtant, je l'ai traité au moins 4 fois d'évadé fiscal pendant le premier live de Virgin Galactic, qui était le seul live de Virgin Galactic d'ailleurs que j'ai fait. J'aurais pu refait après, parce que politique de tourisme spatial. J'ai eu personne qui est venu défendre la SLS, ou défendre Bechtel, ou défendre toutes les autres entités associées à Artemis dans la vidéo Artemis. Les critiques sur la vidéo Artemis revenaient uniquement, et vraiment uniquement, sur les 10-12% où je parlais de SpaceX. Et concernant, pour revenir au DCX, la dernière vidéo, et bien là, ils se sont tous arrêtés au titre et à la miniature. Le titre et la miniature les a trigger de fou. Et en fait, tous les commentaires que j'ai eus de pro SpaceX qui venaient défendre SpaceX se sont arrêtés au titre et à la miniature. Je ne sais même pas s'ils ont regardé la vidéo ou s'ils ont commenté avant de regarder. Ils ont regardé la vidéo et puis ils ont laissé leurs commentaires. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ils se sont arrêtés uniquement au titre et à la miniature. Alors, bon, c'est vrai que le titre était un peu putaclic et un petit peu accrocheur, un petit peu... bon, il pouvait les énerver un peu. Je peux comprendre. Je peux comprendre que quand tu dis... la fusée auquel le Starship doit tout, forcément, ça a de quoi un peu trigger quand tu es pro SpaceX et que tu crois que le spatial s'est créé avec SpaceX. Mais n'empêche que, non seulement Musk lui-même l'avait dit, Bezos lui-même l'avait avoué aussi, de son côté, mais surtout, dans la vidéo, il n'y a absolument aucune attaque sur SpaceX. Pas un seul moment, même pas une phrase, même pas un mot qui dit la moindre chose négative, pas forcément une critique ou une attaque, mais même pas un truc négatif sur SpaceX, pas à un seul moment. Je vous invite à revoir la vidéo en question, pas à un seul moment, je dis un truc négatif sur SpaceX, sur le Starship ou ce que vous voulez autour de SpaceX. Mais quand même, ça montre quelque chose, encore une fois, une espèce de culture toxique autour de la communauté des pros SpaceX. Faites-en ce que vous voulez. Moi, je vous vois en tout cas sur les Discords d'autres vidéastes. Je vous vois, je fais un peu de la veille, je sais très bien ce qui se dit et je prends des notes, vous inquiétez pas, s'il y a besoin de porter plainte. Donc le message est passé et maintenant on va rester un petit peu dans le thème SpaceX puisqu'on va parler de Jared Isaacman qui a été nommé administrateur de la NASA, enfin nommé, il a été nommé sur Twitter administrateur de la NASA par le président Trump, futur président Trump. Et Jared Isaacman a tout à fait dit ouais non, il n'y a pas de souci, let's go, on le fait. Il est chaud. Il est chaud pour devenir administrateur de la NASA. Alors, c'est pas encore fait, mais on va quand même en parler. Pourquoi je dis que c'est pas encore fait? Parce qu'il y a quand même un petit problème entre guillemets juridique du fait que Jared Isaacman est un des actionnaires pas majoritaires, mais principaux de SpaceX. Donc ça fait un conflit d'intérêt absolument effarant. C'est clair comme de l'eau de roche. Je ne suis pas le seul à le relever, même Technique Spatiale en a parlé. Donc c'est qu'il y a un vrai problème et que ce problème est connu. Ce n'est pas un truc d'anti-SpaceX de dire ça. Il est vraiment actionnaire de SpaceX et ça fait un conflit d'intérêt, politiquement parlant, avec la NASA, ce qui est absolument évident en fait. Mais au-delà de ça, Jared Isaacman, c'est aussi le premier homme d'affaires administrateur de la NASA. Parce que jusque-là, en fait, les administrateurs de la NASA, c'était des élus du Congrès, comme par exemple Bill Nelson, ou des astronautes, comme par exemple Charles Bolden, ou des ingénieurs ou des scientifiques. Mais là, on a
un homme d'affaires. Son curriculum vitae, il est homme d'affaires, multimilliardaire, philanthrope, mais bon, ça, je ne sais pas si ça se met dans un CV d'être philanthrope. C'est bien pour lui, hein, c'est bien qu'il donne de l'argent, c'est bien. Il ne donne pas beaucoup d'argent par rapport à sa fortune globale, mais il donne de l'argent. C'est déjà ça. Mais il n'a pas de background ni à la NASA, il n'a jamais travaillé pour une administration publique, quelle qu'elle soit. Il n'est pas scientifique, pas spécialement, en fait, non. Il a monté une boîte militaire privée. Bon, c'est Draken. Bon, d'accord. Draken, j'ai rien contre eux, il n'y a pas de souci. Mais c'est toujours pas lié à la NASA en quelque sorte. Mais par contre, oui, c'est un grand ami d'Elon Musk et un homme d'affaires actionnaire de SpaceX. Donc évidemment, ça soulève quand même des questionnements. Est-ce que c'est surprenant venant de la part de Trump et Musk, vu la politique qu'ils essayent d'établir avec le gouvernement et avec la NASA en particulier? Non, c'est absolument pas surprenant. Mais par contre, ça pose des questions sur qu'est-ce que va devenir le programme Artemis. On en reparlera tout à l'heure, mais Jared Isaacman est anti-SLS de fou et pro-Starship de fou. Il est anti-HLS Blue Origin. Pour lui, il n'y a que le Starship qui compte. Surtout, d'ailleurs, qu'il avait, à la base, il voulait faire son 3e vol dans l'espace, parce que c'est un touriste spatial. Il voulait faire son 3e vol dans l'espace à bord d'un Starship. Donc voilà, il y a des questions qui se posent sur ses intérêts, sur sa vision de la NASA. Est-ce qu'il va gérer la NASA comme une entreprise? Et dans ce cas-là, tout ce qui est scientifique, vu que ce n'est pas rentable, vu que ça ne rapporte rien de rentable à la NASA, est-ce que du coup, il va baisser la part scientifique de la NASA au profit du privé, au profit de communication, de satellites de communication, de je ne sais pas quoi? Je ne sais pas encore. Honnêtement, je ne peux pas dire. Je n'ai pas de boule de cristal. Mais ça sent pas bon pour l'avenir scientifique de la NASA. Clairement. En 4 ans, il est capable de faire beaucoup de dégâts. On sait que Dan Goldin, il est resté 10 ans à la NASA, mais Dan Goldin, lui, avait pendant tout son mandat, ça avait été compliqué à la NASA. Ça avait été compliqué. Et j'ai vu aussi des réactions, toujours sur le réseau social du gars qui tient SpaceX. Toujours sur ce réseau social, j'ai vu aussi beaucoup de fans de SpaceX dire « Oh là là, enfin, la NASA aura un astronaute à sa tête. » Parce que Jared Isaacman est allé 2 fois dans l'espace. Et là, ils disent « Enfin, la NASA aura un astronaute à sa tête. » À la tête de la NASA, ils ont la mémoire courte, parce que à la tête de la NASA, si on reprend l'histoire, on a eu Dick Truly qui a volé sur navette spatiale. Donc c'est pas n'importe qui, Dick Truly, c'est quand même quelqu'un d'important. Il a fait 2 vols, je crois, sur navette spatiale. On a eu Charles Bolden sous l'administration Obama, donc c'était il n'y a pas si longtemps. Charles Bolden qui était quand même pilote de navette spatiale, c'est pas rien, et qui notamment a participé à la mission qui a mis Hubble en orbite. Donc voilà, c'est pas un astronaute touriste machin, c'est quelqu'un d'absolument qualifié. Et puis on a eu beaucoup plus récemment, puisque c'est actuellement Bill Nelson qui, au-delà du fait d'avoir été touriste astronaute, il a eu son siège gratuitement parce qu'il faisait partie du Congrès dans les années 80. C'est une longue histoire, j'ai fait une vidéo sur le tourisme spatial en 2019 qui parle de l'histoire de Bill Nelson. Mais Bill Nelson est astronaute. Alors là, vous allez me dire, tu fais juste du fact-checking rapide, qu'est-ce qu'on en a à faire? En fait, c'est symptomatique, c'est absolument symptomatique des communautés SpaceX, en fait, qui ont tendance à réécrire l'histoire ou avoir la mémoire courte. Genre en disant, voilà, ça, SpaceX fait ça, c'est la première fois au monde qu'on voit ça. Sauf qu'on l'a déjà vu. Ou c'est la première fois qu'il y a telle personne qui devient tel machin, alors que non, c'est déjà arrivé, quoi. Ça arrive assez souvent qu'on ait cette réécriture de l'histoire. Et le plus flagrant, c'est quand ils disent dans les années 2000, là, depuis 20 ans, en fait, la NASA n'a rien fait. Avant l'arrivée de SpaceX, la NASA n'a rien fait. Et depuis que SpaceX est arrivé, le spatial a explosé vers l'avant. Enfin, vers le haut, du coup. Non, clairement pas. Et je l'ai répété plusieurs fois, je l'ai montré factuellement dans la vidéo Artemis. J'en ai parlé dans la vidéo Artemis.
Non, il n'y a jamais eu de stagnation des programmes à la NASA. La NASA a toujours été constante et a toujours lancé des missions absolument incroyables au fil des décennies. Il n'y a pas eu de creux comme ça. Le creux, c'était la navette spatiale, parce que c'était un creux de spectacle, si vous voulez. Mais c'était pas un creux de science ou un creux de mission. C'était juste un creux de spectacle. Pour le grand public, oui. Pour le grand public, oui, c'était moins sympa de voir partir Cassini-Huygens plutôt que de voir partir une sonde, que de voir partir une navette spatiale, évidemment. Évidemment. C'est beaucoup plus spectaculaire de voir le déploiement d'Hubble par une navette spatiale en 1990 que de voir STS-135 qui amène un cargo de ravitaillement sur l'ISS. Évidemment, évidemment. Donc ça peut donner, vis-à-vis du grand public, ça peut donner cette courbe, voilà, avant que le spectacle du privé arrive. Sauf qu'en fait, voilà, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé du tout. Après, on nous parle des coûts de lancement, mais bon, ça, j'ai pas envie de trop parler. J'ai pas envie de faire une émission SpaceX, donc ce sera peut-être pour plus tard. Mais voilà, et encore une fois, le New Space n'est pas si new et n'est pas tellement une révolution en termes de NASA, en fait. La NASA s'est pas réveillée d'un coup grâce au New Space. Mais c'est symptomatique, encore une fois, de cette communauté SpaceX qui a tendance à réécrire l'histoire. Et ça, c'est compliqué de réécrire l'histoire. Parce que c'est jamais bon, en fait. Je pense qu'on l'a assez vu dans notre histoire, et pas que dans le spatial, que quand on réécrit l'histoire, c'est que derrière, il y a un agenda et qu'il y a un danger, clairement, de manipuler un peu un récit au profit d'une idéologie, qu'elle soit politique ou sociétale. Donc voilà, c'est mon avis, c'est mes 2 cents, comme on dit sur le sujet. Pour moi, Jared Isaacman, c'est grave. Ça risque de foutre un sacré coup à la NASA. S'il annule la SLS, ce sera le pire move d'un administrateur de la NASA depuis Dan Goldin, en fait. Et vraiment, pour une fois, je suis vraiment inquiet. Encore sous Bridenstine. Bridenstine, on le sentait pas trop. Mais j'étais pas trop inquiet. Encore sous Bill Nelson. Bill Nelson, je le porte vraiment pas dans mon cœur. Même s'il est démocrate, je le porte vraiment pas dans mon cœur. Bill Nelson, je me disais, ça va être un statu quo. En fait, ça a été un statu quo. Là, Jared Isaacman, s'il veut tout chambouler, ça risque de faire des gros dégâts à la NASA. Et on verra aussi vis-à-vis de son conflit d'intérêts avec le privé. Mais en tout cas, ça rentre dans toute cette politique de dérégulation du spatial, où là, on se dit, Elon Musk, il a le Dodge, le Government Efficiency, là, donc il va pouvoir, s'il veut, virer des gens à la FAA pour qu'ils puissent lancer plus, quitte à oublier complètement les soucis environnementaux. On a Jared Isaacman. Jared Isaacman, il vient du privé. Il peut tout à fait, en un instant, vu qu'il a des actions chez SpaceX, envoyer bouler le HLS de Blue Origin, comme il le suggère depuis des mois maintenant. Ou encore annuler la SLS, parce que vraiment, il n'aime pas la SLS. Il n'aime vraiment pas la SLS. Et c'est, du coup, la SLS est en danger actuellement. Alors, moi, je ne porte pas non plus la SLS dans mon cœur. C'est pas le sujet. C'est pas la question. Ce que je veux dire là, c'est que on est au milieu d'un programme, Artemis, qui est un programme extrêmement complexe. La preuve, c'est que j'ai essayé de faire une vidéo qui résumait les choses. Ça m'a pris 1 heure. Mais si je voulais en parler de beaucoup plus de choses, ça m'aurait pris beaucoup plus d'heures. C'est un programme extrêmement complexe. Et cette complexité fait que si tu casses un maillon de la chaîne, il faut refaire tout le truc. En gros, c'est comme si lui, il voulait éclater la majorité des fondations pour construire une belle maison. Sauf qu'en fait, la maison, il faut bien qu'elle soit terminée un jour. Si tu passes ton temps à reconstruire les fondations à chaque fois qu'il y a un nouveau chef de chantier, c'est le bordel. C'est le bordel, elle sera jamais finie ta maison. Donc là, je suis un peu inquiet pour Artemis, mais je suis pas non plus un défenseur d'Artemis à la vie à la mort, quoi. Moi personnellement, si je devais me donner plus de budget à la NASA, ce serait pas pour le vol habité. Bizarrement, hein, si on regarde ma chaîne, on croit que je suis full vol habité. Mais non, moi, c'est les sondes. C'est ça qui me drive. Plus de rovers sur Mars, plus de rovers sur la Lune, plus de rovers partout. On veut des rovers partout, nous. Enfin, moi. Je veux des robots partout. C'est ça que je veux, moi. Et je veux de la science. Je veux des résultats scientifiques de fou. Enfin, on n'a pas revu Saturne depuis Cassini. Ça va faire 20 ans qu'on n'est plus au-dessus de Saturne, qu'on n'a pas survolé Saturne. Et Saturne, elle est tellement riche. Ces lunes, elles sont tellement riches. Il y a tellement de choses à apprendre. Enfin, voilà. Donc,
inquiet pour Artemis, inquiet pour la future présidence de la NASA par Jared Isaacman. On verra. Mais ça met fin à la partie spatiale. Maintenant, on va passer à la partie aéronautique. Partie aéronautique donc, on va parler de 2 sujets principaux. Le sujet, c'est les 2 prochaines vidéos. Et pourquoi en ce moment, je suis un peu moins productif. Alors, le sujet des 2 prochaines vidéos, j'en avais déjà un peu parlé pour l'une des 2. C'est l'histoire de l'aéroport de Bron. Une histoire qui a l'air vraiment nulle comme ça. Quand je vous dis l'aéroport de Bron, l'aéroport de Lyon-Bron, ok. Personne n'en entend parler, personne n'a connu ça. C'est pas connu comme sujet, ça va pas faire beaucoup de vues, c'est vrai. Mais l'histoire, elle est fascinante. Et elle a rien de particulièrement exceptionnel. Mais c'est une vidéo qui me tient à cœur, avec un sujet vraiment très intéressant, avec un fond, je pense, déterminant pour l'avenir. Donc voilà, j'espère que vous regarderez cette vidéo, que même si le titre ou le sujet ne vous intéresse peut-être pas de prime abord. Et puis le sujet suivant, aviation encore, ça va être décembre, ça va être très très aviation. Hein. Le sujet suivant, on vient de terminer le tournage, c'était la semaine dernière, et c'était chez Airbus à Séville, où on a fait un tournage entier et un vol en A400M Atlas. Donc c'est le cargo, hein, l'avion cargo d'Airbus, qui concurrence le C-130 américain et même un peu le C-17 américain. Donc c'est un sujet exceptionnel que je vais tourner à moitié en reportage, à moitié en documentaire, grosso modo. Mais ils nous ont donné full access. On a pu aller voir donc l'usine d'assemblage à Séville, en Espagne, où on a pu voir la naissance des A400M, comment ils sont construits. On a pu voir les moindres détails de l'usinage des pièces, des choses comme ça, ou de l'assemblage en général. C'était extrêmement détaillé, c'était extrêmement cool. Et en plus de ça, cadeau, on a eu un vol, regardez. Enfin, pour ceux qui ont l'image sur le podcast, voilà mon diplôme, caméra 1, caméra 2, je le montre à la 1, à la 2, à la 2, à la 1, à la 1, voilà. Et si vous n'avez pas la ref, c'était dans le cœur à ses raisons. Bref, j'ai eu mon diplôme parce que j'ai fait un vol en A400M avec ouverture de la soute cargo pendant qu'on était dans le cargo, ou encore j'ai vécu le décollage aussi dans le cockpit. Donc c'était vraiment très très cool. On a filmé plein de choses. Je suis parti avec ma cadreuse Barbara, on a filmé tout plein de trucs. On a des gigas et des gigas, j'ai pas compté, de rush. C'est super intéressant. Et en plus de ça, sachez que Airbus, j'ai déjà travaillé avec eux auparavant, hein, je pense que vous l'avez remarqué sur la chaîne, mais cette année notamment, 3 fois. Et pendant les 3 projets qu'on avait eus, donc A330 Beluga XL et A330 MRTT, jamais ils ne m'ont obligé à placer la moindre phrase, et jamais ils ne m'ont dit de retirer la moindre phrase ou de retirer un truc au montage. Ça a toujours été, quand je leur envoie les scripts, parce que évidemment, pour droit de regard, je leur envoie toujours le script, je fais ça pour tout le monde. Quand je vais chez quelqu'un, même si c'est pas payé ou quoi, toujours il y a un droit de regard. Quand je leur ai envoyé le script, les seules corrections qu'ils ont faites, c'était des corrections factuelles. Par exemple, si je m'étais trompé en marquant 53 sièges sur la 330, je dis n'importe quoi, 53 sièges au lieu de 54. Voilà. Donc voilà, c'était des choses comme ça, des choses factuelles, mais jamais ils m'ont dit « Ah bah non, nous on veut une ligne directrice comme ça, nous on veut que tu filmes ça, et on veut pas que tu filmes ça. » Alors évidemment, il y a des choses que je pouvais pas filmer, notamment dans la partie militaire, parce que il y a des systèmes de défense qui sont déjà installés et qui appartiennent aux clients. Et je sais même pas ce que c'est moi-même. Airbus ne me dit pas ce que c'est, mais ils me disent « Vous voyez cet objet-là, là, celui-là, là. Bah, celui-là, vous n'avez pas le droit de le filmer. On vous dira pas à quoi il sert, mais vous n'avez pas le droit de le filmer. » Voilà, c'est le truc. Grosso modo, c'est la seule restriction qu'on avait. Mais sinon, non. Avec Airbus, c'est une relation où ils me laissent complètement libre de ce que je dis. Et de toute façon, ils savent que je ne suis pas là pour défoncer les trucs. Sinon, voilà, c'est comme on en revient au truc quand je parlais tout à l'heure de Dassault. Si Dassault m'invite pour parler de leur jet privé, juste, j'y vais pas, en fait. J'y vais. C'est pas une question de y aller pour filmer et ensuite dire que c'est de la merde. Non, ça c'est un manque de respect absolu, même si je porte pas Dassault dans mon cœur au niveau des jets privés. C'est pas pour ça que je vais leur faire ce genre de truc-là. Non, moi, mon truc, c'est si je vais quelque part, c'est pour en parler parce que c'est un sujet qui m'intéresse et que j'ai envie de porter. Voilà. Et le sujet de la 400M, c'est trop bien. Enfin, je pense que vous avez vu que ça fait des années que j'ai un A400M
dans le studio qui est suspendu au plafond. Enfin, il va avoir sa vidéo. C'est trop cool, quoi. Et du coup, ça va être une vidéo, je pense, d'environ une demi-heure. Je vais essayer de tourner ça le plus en mode documentaire parce que vraiment, c'est fascinant. Il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. Et j'espère que ça aussi, ça vous fera plaisir. Donc, ce sera un peu avant Noël, peut-être aux alentours de la vingtaine de décembre. Voilà, grosso modo. Mais encore une fois, je me laisse beaucoup plus de temps pour bien écrire les choses, pour bien monter les choses, etc. Donc, si ça passe après Noël, voire après le Nouvel An, bah, dites-vous que c'est pour le mieux en fait de cette vidéo. C'est pour que en fait elle soit parce que je suis pas là pour me balader sur des bases militaires, parce qu'en l'occurrence on est allé notamment sur une base militaire à un moment. Je suis pas là pour aller sur des bases militaires pour ensuite me pavaner à faire du putaclic en disant regardez comment il est beau le Mirage 2000. Non, on est là pour parler sérieusement de sujets sérieux en documentaire, pour vous en mettre plein les yeux aussi. C'est le but aussi, avec des images exceptionnelles. Et c'est pas non plus le but de... Voilà, je suis pas là pour faire un vlog. Moi, ça m'intéresse pas de faire des vlogs. Donc, il y aura sûrement des vlogs quand même, un petit peu en partie short sur TikTok ou sur YouTube Shorts ou j'en sais rien. Mais non, il y aura... Sur YouTube, on s'en tient à des documentaires. Et j'essaie de faire les choses le plus documentaire possible. Encore une fois, j'ai ma cadreuse qui était sur place, mais pour tout le reste, c'est moi tout seul. Donc, je fais un peu comme je peux. Excusez-moi si je ne suis pas assez documentariste pour ceux qui sont dans le documentaire et qui me regarderaient et qui trouveraient que documentaire, pour juger mon contenu, c'est une insulte. Je suis désolé, je ne sais pas comment le décrire autrement. Voilà, c'est pas un reportage en tout cas. Ce sera plus un documentaire. Bref, donc ouais, la vidéo à 400M, je suis hypé. Ils m'ont même offert la combinaison de vol avec laquelle j'ai volé. Donc ceux-ci continuent à mettre fin aux attaques que je reçois qui me disent dans les commentaires « Ouais, tu portes une combinaison de vol sur tes vidéos aviation, mais t'es pas pilote, t'achètes des combinaisons, tu l'as eu dans une poubelle ta combinaison, donc t'es pas légitime d'en avoir une. » Airbus m'en a donné une combinaison de pilote d'essai de d'A400M. Pourquoi je ne l'utiliserais pas? Voilà. Donc maintenant j'ai deux combinaisons de vol. Voilà. À ma taille en plus, c'est trop cool. Bref, passons au dernier sujet. Flight Simulator 2024. Flight Simulator 2024. Oh là 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 là. Tant de choses à dire. Alors, je vais essayer de faire comme sur Twitch, parce que je suis quasiment tous les soirs sur Twitch en train de voler avec vous sur Flight Simulator. Et beaucoup me demandent, alors, est-ce qu'il vaut le coup par rapport à 2020, Flight Simulator 2020, etc. Et j'ai qu'un mot, enfin 2 mots, un anglicisme pour juger Flight Simulator 2024. C'est un game changer. C'est un game changer. Par rapport à 2020, il est monstrueusement mieux, en fait. Alors, il a ses défauts à lui. On va commencer par les défauts et après, on va partir sur les positifs. Donc, restez bien accrochés aux défauts. Vous allez voir, après, il y a du positif quand même. Les défauts de Flight Simulator 2024, c'est que c'est un jeu streamé. Alors, ça sera aussi dans la partie avantage parce que c'est vrai que ça a un avantage d'un autre côté. Mais un jeu streamé, ça veut dire que le jeu n'est pas techniquement, physiquement, dans votre ordinateur, grosso modo. C'est un peu comme si vous jouiez sur l'ordinateur d'un autre. En l'occurrence, là, c'est les serveurs de Microsoft. L'inconvénient que ça a, c'est que, s'il y a trop de joueurs, les serveurs sont saturés et du coup, ça met 1000 ans à charger. C'est ce qui est le cas actuellement depuis 2-3 semaines, enfin depuis que le jeu est sorti. Le deuxième désavantage, c'est que si un jour Microsoft dit on va couper les serveurs de Microsoft Flight Simulator 2024, vous n'avez plus le jeu, alors vous l'avez payé. Voilà. Donc ça, c'est les 2 gros problèmes qu'il y a actuellement avec Flight Simulator 2024. Alors il y a d'autres problèmes, des bugs. Alors les bugs, ça arrive, tu vois. On n'a pas tous les mêmes d'ailleurs, c'est assez rigolo. Mais voilà, c'est assez. Moi, je pense que c'est assez mineur pour ne pas en parler. Je pense que les bugs majeurs, c'est cette histoire d'avoir fait un jeu streamé. Alors, il paraît qu'ils ont prévu à l'avenir de faire en sorte qu'on ait le choix de l'avoir aussi sur nos disques durs, ce qui serait quand même pas dégueu, parce que ça nous sauverait pas mal de choses. Parce que là, avec tous les gens qui ont le Game Pass et qui s'y connectent sur Xbox, etc., tous les gens qui le découvrent sur PC, parce que maintenant c'est devenu un jeu vachement grand public, au final, le jeu il est saturé, quoi. Donc c'est quasiment injouable le soir quand les Américains sont réveillés, typiquement. Là, c'est plus jouable. En journée, ça va, en France, mais le soir, c'est plus possible. Donc voilà.
Mais sinon, il a énormément d'avantages. Alors, quels avantages il a sur le 2020 ? Déjà, il est plus beau. Il est beaucoup plus beau. Graphiquement parlant, il est incroyable. Et le fait qu'il soit streamé, vous voyez que ça a des avantages, le fait que ce soit streamé, eh ben, ça pompe moins de performance sur votre PC que le 2020. C'est-à-dire que moi, avec le PC que j'ai, qui était setup pour le 2020, eh ben, il peut faire tourner le 2024 en plus haute résolution, avec de plus hauts graphismes, avec plus de FPS. C'est une folie. C'est une folie. Donc ça, c'est super cool. Et il est vraiment très, très beau. Niveau modèle de vol, ça dépend des avions, évidemment, mais grosso modo, l'aérologie est beaucoup plus fine, beaucoup plus précise, beaucoup plus... on peut même revenir 24 heures en arrière pour avoir l'aérologie d'il y a 24 heures. Par exemple, si là, on est à Annecy, imaginons, hier, il pleuvait. Moi, je veux voler dans la pluie. Aujourd'hui, il pleut pas. Bah, je vais à 24 heures et j'aurai la météo que j'avais hier. Si j'ai fait un vol la veille en DR400 à Annecy, et ben, le lendemain, je peux aller sur Flight Simulator, mettre exactement la même heure et avoir exactement la même météo que quand j'ai fait mon vol en DR400. C'est des exemples comme ça, mais c'est vraiment super intéressant. Bon, ça, c'est un peu les parties techniques. On a des nouveaux avions, évidemment. On a le Beluga XL, qui est excellent. Vraiment, autant dans la modélisation, dans les textures, que dans le modèle de vol et les fonctionnalités. Le Beluga XL est absolument réussi. C'est une pure réussite, le Beluga XL. Par contre, la 400M, justement, on en parlait avant, la 400M de Flight Simulator, il est pas fou. On va dire qu'il est perfectible, mais il est vraiment pas fou. Donc peut-être attendez d'autres mises à jour de la 400M. Mais vous avez d'autres avions, vous avez le C-17 Globemaster, vous avez en tout 4 planeurs, vous avez une montgolfière motorisée et un zeppelin. Vous avez 4 espèces de volocoptères là, des ornithoptères je crois qu'on dit. Enfin voilà, vous avez un paquet de trucs, vous avez de quoi vous amuser de fou, vous avez les Canadair. Oh, les Canadair, qu'est-ce qu'ils sont cool et qu'est-ce qu'ils sont bien faits. Qu'est-ce qu'on prend du plaisir à éteindre des feux en Canadair. Enfin, voilà. Vous avez de quoi vous amuser. Moi, je vous conseille, si vous avez Flight Simulator 2024, je vous conseille de tester le Air Tractor. Alors, je sais, le nom a l'air nul, mais le Air Tractor en version bombardier d'eau, voilà. Si vous avez des missions de feu à faire en Air Tractor, vous allez voir, il est incroyable, le Air Tractor. Au niveau modèle de vol, il est super. Tu as l'impression de piloter un Warbird. C'est vraiment super. C'est super intéressant. Voilà. Sinon, évidemment, vous avez des nouveaux modes de jeu. Un nouveau mode de jeu, surtout, le mode carrière. Vous avez maintenant un mode carrière. À l'époque où Flight Simulator, quand on avait des néophytes qui arrivaient, ils disaient « Mais en fait, c'est quoi le but du jeu ?» Parce qu'ils n'avaient pas... Enfin, parce qu'à l'époque, on avait vu Flight Simulator comme un simulateur. Voilà. Flight Simulator, c'était un simulateur. C'était pas un jeu. Il n'y avait pas d'objectif à suivre. L'objectif, c'est vous qui vous le mettiez, en fait. C'était un sandbox, en fait. C'était un bac à sable. Maintenant, il y a un mode carrière où vous pouvez faire des missions soit en intérim, soit en créant vos entreprises. Vous pouvez créer plusieurs entreprises, acheter des avions, gérer les flottes, etc. Et vous pouvez aussi débloquer des zones, un peu comme dans Assassin's Creed où on doit faire des étapes de synchronisation. Vous savez, quand on se déplace sur la map pour débloquer des nouvelles zones de map, là c'est un peu pareil. Vous faites des vols et ça vous permet de débloquer des nouvelles zones pour faire d'autres vols, pour débloquer de nouvelles zones, etc. C'est extrêmement bien pensé. Les missions sont assez diversifiées, c'est assez cool, il y a plein d'avions. Et surtout, un peu comme Gran Turismo, il faut passer des licences. Il faut passer des permis. Alors rassurez-vous, le PPL, les licences IFR, etc., c'est très facile. C'est extrêmement facile. Vous pouvez avoir un A, même en faisant n'importe quoi, vous pouvez avoir un A. Donc, les licences, elles sont quasiment données. Mais du coup, c'est assez sympa d'avoir le fait qu'il faut payer la licence, donc faire des vols pour payer la licence pour avoir des meilleurs vols. Vous voyez, il y a une mécanique qui est vraiment très sympa. Et du coup, je vous conseille absolument Flight Simulator 2024. Si vous avez aimé le 2020, vous allez adorer le 2024. Vous n'allez plus pouvoir en décrocher. Moi, je suis accro là. Je suis accro en ce moment. Heureusement, j'arrive à bosser pendant les longs vols, mais c'est un productivity killer. Ça tue la productivité, ce jeu-là. Mais il est excellent. Je vous le conseille absolument. Encore une fois, Flight Simulator, c'est un excellent jeu. Excellent jeu. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur la partie aviation. On a fait le tour sur la partie espace. Évidemment, comme d'habitude, ce podcast est disponible sur quasiment toutes les plateformes d'écoute, pas que sur YouTube, parce que je sais que vous regardez là actuellement sur YouTube, ou vous êtes endormi devant la vidéo sur YouTube. Mais il y a aussi, regardez dans la description, il y a aussi plein de plateformes. Il y a
en fait, si vous allez sur Acast, vous aurez toutes les plateformes. Vous aurez Apple Podcast, vous aurez Amazon Music, Spotify, Deezer et d'autres dont j'ai plus le nom. Mais voilà, c'est là. Donc n'hésitez pas et abonnez-vous sur les plateformes d'écoute en question parce que ça vous va. Voilà, j'en sais rien. Faites ce que vous voulez en vrai. Faites ce que vous voulez. Même ça se trouve cette émission, vous la détestez et vous la regardez juste pour faire du hate watch. Et bonjour à vous. Voilà, bonjour, coucou. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense qu'on se retrouve la semaine qui suivra la prochaine vidéo. Donc la semaine qui suivra la sortie de la vidéo sur l'aéroport de Bron. Voilà, je pense qu'on va se retrouver là. Et en attendant, passez un bonne moitié de décembre. Voilà. Je sais pas ce qu'on souhaite à cette époque de l'année. Voilà, amusez-vous. Salut.